Très bien, alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce, Bonjour. ce webinaire. Bonjour Renato, merci de ta participation aujourd'hui à cette présentation, à ce webinaire. Donc, le sujet du jour, les compétences entrepreneuriales que tout salarié devrait maîtriser. Donc, il y a des intérêts multiples à développer des compétences ou à emprunter des compétences d'entrepreneur, que ce soit pour sa carrière, pour avancer plus vite et atteindre ses objectifs, ou alors si on veut peut-être un jour carrément créer sa propre fiduciaire ou son propre cabinet de conseil. En tout cas, ravi, Renato, et merci de ta participation aujourd'hui. Je vous Donc, en prie. Merci de votre présence à tout le monde. pour rappel, donc nos objectifs avec ces webinaires, c'est pas des webinaires qu'on a pour développer des compétences d'apprentissage sur les métiers, mais c'est autour des métiers auxquels nous formons, donc autour des métiers de la comptabilité, de la finance, des RH. On propose d'intégrer nos formations dans un contexte un peu plus large. Et l'idée, c'est d'informer sur les tendances, les actualités, développer des compétences complémentaires à notre communauté. Donc, par communauté, on entend les personnes qui se forment chez Better Study, bien entendu, mais aussi tous les curieux, toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin au métier de la comptabilité et des RH. Donc, l'objectif du jour, vous partagez de nouvelles clés utiles au développement de votre carrière. Et puis, bon, voilà, on vous conseille d'être présent, de prendre des notes aussi, d'être concentré, prendre des notes pour la partie questions-réponses à la fin. Donc, au programme de ce webinaire, donc présentation de Renato, euh, il va nous faire découvrir donc, quelles sont les qualités d'un entrepreneur ou qu'un entrepreneur devrait avoir ou développer, l'esprit d'initiative et l'autonomie, la créativité, l'innovation, la prise de risque. Point 6, la capacité à s'adapter et à apprendre. Le leadership aussi, le sens de la communication, sens des affaires et vision, remerciements et questions donc à la toute fin. Donc, encore une fois, merci Renato de ta participation. Donc, on a la chance de te recevoir aujourd'hui et sachant que tu as développé toi-même plusieurs entreprises, tu es entrepreneur toi-même et puis tu as la chance d'accompagner aussi de nombreux entrepreneurs dans leurs projets. Et ce qui Mhm. fait de toi justement quelqu'un qui est bien positionné pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un entrepreneur et quelles sont les compétences qui sont clés pour réussir ces projets. Alors, sans plus attendre, je te laisse la parole et je te laisse te Merci. présenter. Tu dois admettre encore des autres personnes, là, je vois. Ouais, alors je vais vite les ajouter. Ouais, voilà. Et puis de ton côté, voilà, tu peux partager l'écran. Tac. Voilà. Bonjour à tous de nouveau. Donc, pour me présenter globalement, donc moi j'ai créé une société. Alors déjà à la base, je viens de la formation du brevet fédéral de comptable. J'ai fait la formation du brevet fédéral de comptable. J'ai travaillé dans des PME comme comptable, contrôleur de gestion. Par la suite, différentes expériences et j'ai fait une expérience très spéciale où je suis sorti du monde comptable pour aller dans l'analyse de crédit d'entreprise, au Crédit Suisse en l'occurrence. Et pendant 5 ans, j'analysais donc des business plans, voilà, des dossiers de crédit pour dire oui ou non sur des demandes de financement. Puis évidemment là-dessus, ben, j'ai pu apprendre comment est-ce qu'on regarde le bilan de l'autre côté. Et c'est évidemment un métier qu'on n'apprend pas à la comptabilité, au brevet fédéral de comptable. On comprend ce que c'est un bilan, comment est-ce qu'on le fait, la fiscalité, etc. Mais l'interprétation financière, d'investissement, des choses comme ça, voilà, ça s'apprend ben, de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, j'ai travaillé 5 ans comme analyste de crédit PME, puis j'ai créé donc deux sociétés en l'occurrence. Une, c'est Infogestion Consulting. Là, je propose des prestations de business plan, de stratégie financière, des gens qui veulent se lancer, qui veulent comprendre comment on crée une entreprise, donc pas forcément juste la partie administrative, mais en termes de vraiment de business. C'est où est-ce qu'on va prendre des affaires, etc. Et bien sûr, analyser un petit peu les risques, les calculs derrière ça, les charges d'exploitation, parce qu'avant de faire des business plans, il faut un petit peu connaître où on va en termes de charges surtout.
Donc voilà, après j'ai fait aussi un petit casse en stratégie marketing. Pourquoi? Parce que ben, dans la partie business plan, on parle beaucoup de marketing, beaucoup d'études de marché. Et c'était pour me donner un peu voilà, des connaissances un peu plus techniques là-dedans. J'ai mon expérience un peu d'entrepreneur, donc c'est principalement ceci. Depuis 20 ans, je donne des conseils voilà, à des entreprises, mais j'ai à côté de ça une société qui s'appelle Infogestion. Peut-être vous connaissez ou pas. On fait du développement Excel où j'ai créé un service de prestation Excel pour des entreprises. On est 5 dans l'activité, on est devenu une société informatique à part entière. Et c'est là où j'ai eu un peu aussi une expérience euh, partant vraiment de zéro, euh, dans lequel on crée un service, une prestation, etc. Alors, on va commencer déjà donc pour vous présenter donc la qualité d'un entrepreneur. Donc ça, c'est ce que je vois à travers les séances que je fais à travers les clients. Donc, la qualité principale, c'est être détaché de l'argent. Alors ça, c'est vraiment un truc très, très important. J'ai connaissance de quelques personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, mais qui ont dû arrêter parce que ça leur donnait mal à la tête le fait de ne pas savoir quel salaire ils allaient toucher à la fin du mois. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on crée une boîte, ben, tout d'un coup, vous allez, je sais pas, investir dans un plan de com et puis il y aura rien qui va arriver en retour. Ou alors vous attendez à beaucoup plus, ou tout d'un coup vous avez engagé des collaborateurs, mais en fait il y en a trois qui sont malades, mais il faut quand même payer leur salaire. Donc c'est clair que là, il faut être détaché de l'argent. C'est vraiment très très important. Bien sûr, il faut être passionné par ce que l'on fait parce que ben, quand vous commencez, si vous êtes tout seul, il faut se donner les propres coups de fouet. Et si vous êtes pas, c'est pour vous, c'est un travail de faire, euh, de créer son entreprise. Si c'est du travail pour vous, ça va être très compliqué d'avancer. La partie de être résilient, je trouve ça, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, être résilient. Mais bon, voilà, c'est assez important, mais ça peut être évidemment aussi en tant que collaborateur, hein. Ces 4 points, ils sont très importants aussi en tant que collaborateur. Être résilient, c'est vraiment, bah voilà, il y a un truc qui n'a pas fonctionné avec un client, une offre n'a pas été signée, mince, je me suis loupé sur un prix, etc., etc. Ben, il faut se relever les manches et puis encore courir, puis aller chercher des mandats. Trouver des autres solutions de com, etc. Être social, aimer à échanger avec les gens, c'est clair, hein, ça c'est vraiment très important aussi. Euh, Parce que ben il faut sortir, il faut voir des gens, il faut serrer des pattes, pas tous les jours aller boire des apéros évidemment, mais c'est clair que plus on sort, plus on rencontre des gens, être curieux de ce que font les gens d'abord, c'est important pour l'échange parce que ben bien sûr, on est dans un monde digital, site internet, etc. Mais de plus en plus, il faut quand même, voilà, serrer un peu des pattes, quoi. Voilà, donc l'esprit d'initiative, être autonome. Donc, les entrepreneurs, il est proactif et prend des initiatives, hein, et il peut travailler seul ou, enfin, voilà, il peut prendre beaucoup de décisions. Donc, à ce niveau-là, l'initiative, c'est que ben en fait, je pense dans un milieu d'entreprise, il y a tout le temps je sais pas, des nouveaux outils à analyser. Si je prends mon exemple, dans l'informatique, ça bouge tout le temps, hein, en ce moment. En plus, en ce moment, avec l'IA, c'est impressionnant. Il faut tout revoir, beaucoup d'éléments. Après, c'est les réseaux sociaux. Après, peut-être, voilà. Donc, il faut tout le temps prendre des initiatives de business aussi, d'un coup revoir des plans de com, etc. Donc on est vraiment pas dans le monde où tout est acquis, quoi. Euh, L'entrepreneur, donc voilà, il doit identifier des opportunités, voilà, proposer des solutions innovantes. Et bien sûr, ça c'est un peu aussi pour les collaborateurs. Des fois, on attend des collaborateurs exactement la même chose. Moi, ce que j'attends aussi des collaborateurs, c'est d'avoir un peu ce côté entreprenant. C'est, ah, d'un coup, j'ai vu cette entreprise, elle fait ça. Ah, j'ai vu nouvel outil, ça peut nous aider pour faire ça, pour faire ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
ben, l'entrepreneur, il doit être ouvert à toutes ces choses-là. Euh, on cherche évidemment tout le temps des nouvelles idées pour proposer des prestations parce que, ben, évidemment, l'entrepreneur, il doit faire du chiffre d'affaires. Et il faut toujours un peu proposer voilà, des nouvelles prestations, toujours qui vont un petit peu dans un peu votre marché. Il ne faut pas commencer à investir sur d'autres marchés qui n'ont rien à voir. Enfin, ça devient très, très coûteux après. Alors, après, ben, la prise de risque, la résilience de nouveau. Donc, la prise de risque, ben, évidemment, ça c'est important. Mais des fois, je trouve que ce mot, comment dire, euh, on fait pas non plus on fait pas non plus du parapente, quoi. J'entends, la prise de risque, elle doit être calculée. Celui qui a 100 000 francs dans ses comptes, ben, si, il doit être prêt à perdre 10 000 francs. Mais si vous avez que 10 000, il faut pas investir que 10 000. Si vous avez 100 000, vous n'allez pas investir tous les 100 000 d'un coup. Enfin, voilà. Donc, les prises de risque, ça se calcule. Et ça peut être des super opportunités de se lancer dans un projet. Parce qu'au moins, vous l'avez fait. Et puis, à la limite, ça peut être même un investissement formateur pour votre prochain job, par exemple. Parce que quand on fait voilà, un exercice un peu d'entrepreneuriat, si ça dure même peu de temps, bah, au moins vous aurez compris certaines choses et ça peut être que formateur. Donc les risques, c'est bien joli, mais on fait pas non plus voilà, des cascades et autres, quoi. Donc, voilà. On rebondit après un échec et on apprend de leurs erreurs, exactement. Donc, il n'y a pas vraiment d'échec dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est que de la formation. Vraiment, c'est un mot qui devrait être, je dirais même banni. Mais on le dit parce que c'est important. Les gens, des fois, j'ai des clients qui ont des grandes idées. Ils viennent chez moi, ils veulent un business plan. On fait des premiers conseils, première séance un peu de stratégie, puis on se rend compte que peut-être qu'il a besoin de trop d'investissement. Moi, j'ai eu une cliente une fois, elle voyait un petit peu je sais pas comment dire ça, elle voyait un peu trop grand son projet et il fallait atteindre beaucoup d'investissements, mais en même temps, le retour la rentabilité projetée était pas terrible. Évidemment, les investisseurs, ils venaient pas. Ben, elle s'est mise à pleurer en pensant que c'était un échec. Mais non, ce n'est pas un échec. Au contraire, elle a appris beaucoup de choses. Puis là, d'ailleurs, en ce moment, elle est en train de chercher d'autres projets pour son expérience d'entrepreneuriat. Donc voilà. Donc la capacité, oui, à s'adapter, à apprendre. Parce que moi, je vois en 20 ans, j'ai jamais arrêté d'apprendre à faire des choses, des nouveaux outils. Voilà, moi, je suis de l'informatique, donc il faut tout le temps un petit peu s'adapter. Mais dans tous les domaines, je pense qu'il faut s'adapter parce qu'il y a des mises à jour de lois, des mises à jour de marché, des mises à jour de comment on communique avec les gens, comme les réseaux sociaux ou Instagram, typiquement, c'est tout le temps en train de changer, et les algorithmes, et ci et ça. Et donc, c'est clair qu'on peut pas rester dans notre fauteuil à attendre que ça se passe, quoi. Il faut aller chercher, se renseigner. Donc l'entrepreneur, il doit vraiment être flexible. Et puis ça, ben, évidemment, pour les collaborateurs, c'est la même chose, hein. C'est pas ceux qui restent trop dans leur coin, ou des fois, je vois même on parle beaucoup des gens qui ont 50 ans et plus. Moi, j'ai 52 ans, hein. Euh, qui trouvent pas de travail, mais qui sont restés dans, je sais pas, des outils informatiques d'il y a 20 ans. Bah, évidemment, ça va pas, quoi. Ils doivent être à jour dans les outils informatiques, peut-être refaire une formation, voilà, être sur les règles, sur les lois, parce que ben rien n'est acquis dans la vie, quoi. Et donc, c'est très important. Euh, donc, en termes de leadership, communication, voilà, ben évidemment, on doit toujours euh, maîtriser évidemment un peu
une communication, que ce soit avec les clients ou évidemment les collaborateurs. Il se passe tellement de choses dans une entreprise qu'il faut un petit peu fédérer, hein. Donc, si on est un peu dans son coin, puis on préfère être un spécialiste dans son domaine, alors il faut être vraiment le spécialiste. Et si on est plutôt un généraliste, eh ben, il faut un peu, voilà, mobiliser les troupes, comme on dit, quoi. Communiquer bien sûr à l'oral, parce qu'en fait, très souvent, on est amené à aller dans des, voilà, des soirées de réseautage, ou même quand on prend des apéros avec des amis ou des connaissances, ou une sortie, un lunch, quel que soit, ben, il faut être quand même très actif au niveau oral. Il faut vraiment parler, un peu se vendre, être à l'écoute de l'autre. Euh, et donc ça c'est vraiment non-stop, hein. C'est un peu ça la vente, hein. On vend rien, mais en même temps, savoir bien communiquer, ben ça fait vendre, ça fait surtout acheter, hein, parce qu'au fond, quand on a une entreprise, on ne vend rien, on a des compétences qu'on vient nous acheter. Donc, c'est cette communication qu'il faut avoir qui fait que la personne vous achète. Et quelque part, quand on est un employé, rappelez-vous que vous ne vendez pas, c'est le collaborateur, comment dire, c'est l'entrepreneur qui va vous acheter parce qu'il va vous payer un salaire. Donc, évidemment, d'autre côté, il faut que ça se vende bien en termes de compétences, et de communication. Donc avoir le sens des affaires, ouais, bah bien sûr, hein, ça, il faut toujours être à jour avec ce qui est un peu étude de marché, bah évidemment les enjeux économiques de par votre métier ou ce que vous proposez, hein, faut se tenir à jour. Bon, ça c'est assez évident. Et on sait définir puis transmettre donc une vision claire. Donc quand on met en place par exemple une prestation, bah, évidemment ça devient tout de suite un petit business plan. Donc par où on passe pour atteindre la proposition ou la vente, hein. Voilà. Donc voilà un petit peu. C'était peut-être un peu vite, mais en gros, ma société, moi, je propose des prestations plusieurs prestations, hein. Donc, business plan, les business plans au succès, hein. Si vous avez une entreprise et puis vous avez besoin d'un financement extérieur bancaire, ben, nous, on propose, par exemple, de faire le mandat à 50%, et si le financement passe, le solde du financement, on fait des prestations de conseil de rentabilité. Si l'entreprise n'est pas très rentable, puis on n'arrive pas à comprendre pourquoi, ou si le chiffre d'affaires est en baisse, avoir une analyse complète de comment est-ce qu'on communique en termes de business, et puis aussi de contrôleur financier, donc de suivi financier. Pas comme une fiduciaire, mais plutôt l'aspect budget, directeur financier, CFO, des choses comme ça, quoi. Voilà un petit peu en gros. Donc, je réponds très volontiers à des questions par rapport à ce que je viens de expliquer. Merci beaucoup pour votre attention. Je rebondis par rapport à ton métier et tes prestations, hein, parce que, comme tu l'as dit en préambule, donc toi, tu es breveté, tu as le brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, où on voit quand même passablement de choses au Mhm, niveau de la comptabilité analytique, les budgets, les investissements, l'analyse financière, etc. Mais c'est vrai que ce n'est pas le même métier. Toi, tu es allé plus loin. Et mhm, comme tu disais, avec l'analyse crédit, avec l'analyse de risque crédit, c'est des choses que tu apprends pas, ça se prend sur le tas, quoi. Donc, mhm, toi, comment tu vois la différence entre une personne qui a fait le brevet et puis avec les compétences que tu connais, et puis ce besoin complémentaire sur la partie un peu plus finance? C'est quoi le lien? C'est quoi qu'il y a comme différence? Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont mhm, brevetés, qui pourraient se dire: «Ah mhm, non, mais moi je maîtrise le sujet, mhm. alors je vais aller directement parler à la banque», mais en fait, ça peut un peu coincer, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, la banque, elle analyse les bilans déjà grâce aussi à
comment expliquer ça? Le bilan, il traverse un peu un scanner dans lequel il analyse les ratios des entreprises. Et puis, dans les banques, ben, il y a un peu des règles internes, des directives internes de risque. Par exemple, je sais pas moi, dans un restaurant, on veut 30 à 40% de fonds propres. Donc, tous c'est un peu ces ratios. Et puis, les ratios surtout de cash flow, chiffre d'affaires, la capacité à s'autofinancer. Donc, tous ces calculs-là, quand on est un peu comptable, fiscal, on n'a pas trop cette vision parce que dans la banque, on voit tellement de bilans que votre bilan, il est analysé à travers des benchmarks, en fait. Donc, et puis, on a un œil un peu de stratégie aussi, c'est-à-dire que on essaie de se tenir à jour dans ce qui se passe en termes de marché. Par exemple, je sais pas, imaginons une société qui est active dans un domaine un peu ancien, mais qui ne s'est pas mis à jour avec son site internet, par exemple. Tout simplement, hein, où il travaille avec des très vieux logiciels, où son activité est de moins en moins demandée, donc toutes ces choses-là font que dans la banque, on voit tout ça parce on est dedans en fait. Mais quand on est comptable dans sa propre entreprise où on voit que son bilan, on peut pas vraiment avoir cette vision. euh, je dirais 360 quelque part du business en fait, hein, des affaires. Parce que Mmh. c'est ça qu'on fait en fait à la banque. Outre les aspects ratios, bah, les ratios des entreprises, on sait qu'on fait un petit peu ça dans le brevet, l'analyse financière, mais de savoir bien les interpréter en termes de benchmark, peut-être c'est ça qu'on peut faire en tant que comptable de brevet. Ça, je me souviens qu'on nous demandait pas trop, mais peut-être se renseigner. Voilà, si vous êtes dans un domaine particulier, quelle comparaison vous faites-vous avec les mêmes ratios de benchmark dans une même type d'entreprise? Ça peut être pas mal à faire. Ça, on trouve hein, un peu sur le web. Cherche-moi les ratios de telle et telle activité. C'est des choses qu'on peut trouver, quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est difficile des fois de trouver l'information, précise en fonction de la taille, peut-être le Mhm. nombre d'années, d'activité par rapport à l'entreprise, par exemple. Ouais, C'est 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 ça. des ratios très, très, très génériques comme ça, mais ça donne quand même une base de comparaison. C'est les tableaux Nova, là, par exemple, non? Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, il faut aller chercher les ratios correspondant à ça, quoi. Mhm. Mmh. Ouais. Bah, tu dis, puis après je laisserai poser les questions à nos participants, mais tu dis donc ça va plus loin, le comptable, ben, voilà, il va produire les états financiers et cetera, mais il y a moins cette vision sur le futur, sur le marché. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que tu as fait un complément de formation, tu étais à HEC Lausanne pour, Oui, faire un CAS, un certificat, en stratégie stratégie marketing, ouais. marketing. C'est ça, ouais, Mhm. donc il y a cette partie, complémentaire au métier de Oui. comptable pur. Oui, bah là, c'est bon, hein. C'est lié aussi aux prestations que je fais parce que quand je parlais de business plan, ben, on se rend pas compte quand on lance une activité, mais ça peut être aussi quand on est entrepreneur, quand on est un employé, puis l'entreprise lance une activité dans un autre domaine qui est peut-être un proche lié au sien, ben, il faut connaître un peu le business de cette autre activité. Donc, on parle d'études de marché, de comment est-ce qu'on va communiquer pour vendre. Donc, c'est tous ces aspects-là, en fait, que j'ai fait cette formation, hein. Mmh. Donc, c'est parce que le marketing, on se rend pas compte, mais ça coûte très, très cher. C'est vraiment atteindre un client pour que ce client vienne vous toquer à la porte et puis vous signe un mandat. Je pense que tu le sais aussi très bien. C'est Mmh. c'est très compliqué, il faut investir beaucoup avant qu'on puisse signer des prestations. Donc, et ça, dans le domaine de l'entreprise, c'est la même chose, quoi. Donc, Mmh. c'est aussi un peu pour ça que j'ai fait ça, pour aller un petit peu plus loin dans cette technique un peu étude de marché. C'était la communication, puis la communication personnelle aussi. Donc, savoir comment comment on est, comment on parle, comment on se vend quelque part, hein. Mmh. Oui, comment on se positionne. Voilà. D'ailleurs, tu Mhm. es très actif sur les réseaux sociaux, hein, ça nous permet de faire le lien. Si, vous voulez suivre, Renato,
sur Instagram, LinkedIn. Vous allez le trouver très facilement Mhm. à travers ton nom, tout simplement. C'est sous Oui, ton oui, nom, sous Infogestion Consulting ou sous oui. ton nom. Ouais. Alors, on... alors, n'hésitez pas à soit prendre la parole, là, vous pouvez réactiver votre micro si vous avez une question que vous voulez poser verbalement, ou à écrire sur le chat. Donc, on peut parler. Alors, c'est clair que ce thème, c'était utiliser, emprunter les compétences d'entrepreneurs. Mais l'idée, c'est que tout le monde ne va pas devenir entrepreneur et évidemment, tout le monde ne va pas créer sa fiduciaire ici, mais ça peut être utile pour développer votre carrière. Alors, on a Maria. Selon votre expérience, quelle est l'erreur la plus fréquente que les entrepreneurs font lorsqu'ils rédigent leur business plan? L'erreur qu'ils font, c'est que souvent, ils connaissent pas assez. Ben, c'est souvent ça. C'est un peu comment est-ce qu'ils vont vendre leurs prestations. C'est vraiment le côté un peu marketing. C'est ce que j'ai parlé un petit peu. Les gens, ils pensent que on lance une boîte et puis demain, il y a déjà du chiffre qui rentre. Mais c'est pas comme ça. Souvent, un business plan, c'est 6 premiers mois, c'est zéro de chiffre d'affaires. C'est comme ça qu'on commence un business plan. C'est beaucoup de charges, beaucoup d'investissements en termes de com, de serrer des pattes avant de commencer à signer. Après, on peut travailler à côté. Typiquement, moi, quand j'ai créé mon entreprise, ben, je travaillais à côté à 50%, puis peu à peu, je faisais des offres, et peu à peu, j'améliorais comment dire, les services, parce que souvent, c'est les arguments de vente, c'est souvent les clients qui vous les donnent. Ah, j'aurais besoin de ci, j'aurais besoin de ça, puis ça vous donne des idées, en fait. Et là, ils font pas mal d'erreurs, parce que bon, connaître la charge de votre loyer, de votre fiduciaire, ou toutes ces choses-là, ça va, mais la com qu'il faut mettre en place derrière, ou le temps, hein, là, parce qu'il faut du temps, si on n'a pas si on n'a pas d'argent pour investir dans la com, pour aller très très vite, bah, c'est le temps qui va être, qui va coûter cher. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il existe typiquement ces entreprises, alors soit des courtiers qui vendent des entreprises existantes qui fonctionnent très bien, et puis il suffit d'acheter, puis là, vous travaillez tout de suite. Là, on fait un businessman pour faire un rachat. Il existe aussi des franchises. Ça peut être pas mal suivant ce que c'est, parce que les franchises, quelque part, tout ce qui est communication, tout a déjà été pensé, testé. Et c'est la recette un peu du succès. Alors bien sûr, après, il faut investir, mais cette partie-là, au moins, elle est déjà faite et là, vous gagnez beaucoup, beaucoup de temps. Donc voilà un petit peu les erreurs, c'est la méconnaissance des affaires en général, quoi. Ouais, l'excès d'optimisme, mais c'est normal parce qu'on veut, C'est normal, bien c'est, sûr. sinon on ne se lancerait pas. Et il faut être optimiste, moi je dis toujours, toutes les affaires, tous les business sont bons, hein. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Si vous avez une compétence, il y a de la place pour tout le monde, mais après, il faut juste se battre un peu, quoi. Mhm. Mais il y a de la place pour tout le monde et faut pas hésiter. Moi, ce que j'observe avec les personnes qui lancent leur cabinet leur fiduciaire, leur société de conseil en compta, euh, ben, ils ont une ou deux personnes qui viennent naturellement vers elles. Et puis ils prennent un mandat, voilà, ils font un mandat, 2 mandats, puis ça vient doucement. Puis au bout d'un moment, ils se disent: «Ah bah tiens, je vais me lancer complètement, puis j'aurai assez enfin, j'ai assez de mandats pour pouvoir, voler de mes propres ailes» entre guillemets. Mhm, Puis mhm. c'est vrai que ce côté progressif, c'est assez, vertueux parce qu'on prend un peu moins de risques aussi, on garde un emploi à côté. Bah, moi, j'ai gardé longtemps, hein, un emploi aussi en tant qu'enseignant, en Ah oui. parallèle à Better Study pour diverses raisons, parce que c'était cohérent aussi. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire, tout de suite le lancement, donc pour diminuer les risques, c'est bien aussi de faire progressivement selon le domaine dans lequel on est. Mhm. On a Vigne, merci pour votre question. Alors pour ouvrir un cabinet, d'audit, alors j'ai pas bien compris.
pense qu'il y a eu une faute de Il y a frappe. aussi l'autre métier, donc c'est de passer du rôle d'employé à celui d'entrepreneur. Ben, Ah, c'est pas dit. Ouais. il y a deux choses, hein. Donc, si c'est pour ouvrir un cabinet comptable, alors bien sûr, il faut déjà avoir quelques mandats de côté, peut-être travailler à 50 à côté, et puis gentiment en avance. Ou alors, le top pour commencer tout de suite, c'est des fois de racheter même une fiduciaire. Il y a des cabinets alors il n'y en a pas beaucoup, hein, je vous rassure, mais il y a quelques sociétés qui vendent voilà, un portefeuille client. Alors, quand on achète un portefeuille client, c'est bien parce que bah, on commence tout de suite à travailler. On va perdre quelques clients à l'achat, peut-être 10-20%, mais s'il y a une bonne mise en confiance, généralement, et donc une bonne communication avec les clients de la fiduciaire reprise, généralement, ça tourne. Et ça, c'est un des métiers presque les moins à risque, hein, ouvrir un cabinet comptable. Après, pour être entrepreneur, donc créer une entreprise, donc ça peut être, si vous partez de zéro parce que vous avez une idée, souvent les bonnes idées, c'est souvent des idées aussi dans lesquelles il y a une insatisfaction dans quelque chose, dans beaucoup de choses. Et puis, ben, gentiment, on va essayer de combler cette insatisfaction en proposant une prestation. Mais après, il faut, voilà, le CV, c'est terminé. Parce que vos clients, ils s'en foutent de votre CV, ils le regardent pas, donc c'est pas un employeur, d'accord? Donc c'est important et ça vaut la peine de contacter des agences de com qui vous aident à bien mettre les mots où il faut, évidemment, les mettre bien en évidence les prestations pour que ça se vende, évidemment, quoi. Pour ouvrir un cabinet comptable, faire la formation expert en finance controlling après mon brevet, oui, bah, c'est très bien, hein, évidemment. Plus vous êtes expert, mieux c'est. Je vois pas trop la question là, du coup. Mais en tout cas, sachez que c'est quand même long euh, de, de, de trouver des clients dans le domaine de la comptabilité. C'est peu à risque parce que ça bouge pas beaucoup une fois que vous avez vos clients. C'est pas que ça part, ça vient, ou c'est pas des one-shot. Mais une fois que c'est structuré, ben, gentiment, ça reste très longtemps. Donc, c'est des domaines qui sont assez sûrs, quoi. Mais c'est très long à créer un vrai portefeuille pour gagner 150, 200 000 francs par année. Donc, il faut le savoir. C'est pour ça que si on veut aller plus vite, des fois, d'un coup, il y a une ancienne fiduciaire que vous savez qu'elle existe parce qu'elle est gérée par quelqu'un qui est proche de la retraite. Ça vaut la peine d'aller toquer à sa porte, disons. Il faut oser. Faut pas avoir peur de ça. Il y a le côté réseau aussi qu'on peut développer et puis qu'on peut utiliser effectivement parce il y a, en termes démographiques, il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, de propriétaires de fiduciaires ou d'autres business hein, qui vont atteindre l'âge de la retraite ces prochaines années. Mhm, Et mhm. ça toi, tu vois les choses comment ça peut être justement, c'est structurellement intéressant de viser des entreprises justement qui n'ont pas trouvé de repreneurs à l'interne, par exemple. Bah ouais, bien sûr, ça peut être pas mal, hein, des fois, de créer, de reprendre une entreprise, puis être le gérant de l'entreprise, puis même s'il y a même je sais pas, moi, une entreprise de peinture, hein, j'invente, mais vous êtes le directeur, puis vous devenez directeur, vous n'êtes plus votre comptable. Puis vous gérez la boîte, et puis, mais il faut avoir un peu bien comprendre le monde des affaires, comment ça fonctionne avant, quoi. Il faut vous exercer au réseautage, bien se renseigner à comment ça fonctionne être entrepreneur, quitte à vous faire accompagner un peu avec des coachs ou des choses comme ça, quoi. Donc, pour bien comprendre avant de se lancer dans une entreprise, parce que bien qu'une entreprise tourne et puis que vous l'achetez, des fois, si on n'a pas cette expérience-là, on peut perdre le monde des affaires, comment il fonctionne, puis du coup, ça peut vite se planter aussi, hein. Donc là, je- Entreprise digitale aussi, oui, ben oui, le digital c'est bien, mais vous allez économiser certaines charges, mais on va payer beaucoup de charges en com et en marketing digital. Parce que pour être visible, faut travailler beaucoup, hein.
parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Mmh. Voilà, Mmh. Je rebondis sur la reprise d'entreprise. Alors, bonne on va peut-être question. prendre la question de Camilla d'abord. Qu'est-ce que vous diriez, qui sont les besoins les plus communs de fiduciaires en termes de marketing? Qu'est-ce qu'ils ont le plus de Plus peine de à peine. communiquer aux clients? Souvent, les fiduciaires, elles restent trop sur leurs acquis, elles font leur compta, elles ont le portefeuille et puis elles vont pas chercher d'autres clients. Elles prennent pas assez de temps. Donc, faut pas hésiter, même s'il y a beaucoup de fiduciaires, qu'il y a de la concurrence, il y a toujours des clients pour la fiduciaire en question. Et donc, il faut juste trouver, voilà, ça peut être le lieu, ça peut être parce que votre taille, elle correspond. Typiquement, une grande PME de 20 employés ne va pas pas forcément aller dans une petite fiduciaire d'une personne. Elle veut une structure, mais peut-être quelqu'un plus petit il va préférer une plus petite structure ou bien plus locale. Donc, il faut travailler là-dessus. Il faut pas trop parler de prix. Trop souvent, je vois, ah, nous, on travaille à 150 francs de l'heure, ah, je travaille à 200 francs de l'heure. Ça veut rien dire ces prix de l'heure. Qu'est-ce que les gens savent? Qu'est-ce que vous faites vous en une heure? C'est juste n'importe quoi. Faut plutôt travailler produit. Voilà, pour tant par mois, vous avez tant de prestations. Donc c'est un peu ça, les termes marketing que les fiduciaires sont un petit peu trop coincés, je dirais, dans leur monde. Il y en a qui ont bien compris, hein, et qui fonctionnent bien d'ailleurs. Mais ceux qui restent un peu à la traîne, faut un peu se remettre en question si, pour atteindre de nouveaux clients, parce que plus le temps passe, si vous n'allez pas tout le temps chercher de nouveaux clients, bah, vous allez mourir avec vos clients. Donc, au bout d'un moment, les clients, ils arrêtent, ils partent à la retraite. J'ai eu un client, une fiduciaire, une fois, et qui avait un peu ce problème-là. Pour finir, il faisait rien du tout. Ben, il avait de moins en moins de clients. Ben, il a dû racheter, par chance pour lui, mais il a dû investir dans un nouveau portefeuille client dans lequel il a dû sortir 100 000 francs pour encore travailler, je sais pas, 15 ans avec un nouveau portefeuille, quoi. Et donc ça, c'est compliqué. Tu peux conseiller sur ces aspects-là aussi dans le cadre d'Infogestion Consulting? Ouais, bien sûr, évidemment, ouais, c'est Mmh. clair. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un projet qui réussit, un projet qui échoue? Oh, bah, c'est simple, hein, ça c'est la rentabilité. C'est un projet qui réussit, c'est quelque chose qu'il faut tout le temps viser la croissance du chiffre d'affaires. Donc ça c'est d'ailleurs dans les banques, dans les ratings, on donnait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un rating, c'est une notation un peu universelle dans les PME suisses, dans les banques, qui est donnée en fonction du benchmark d'entreprise. Et une notation négative était donnée à des entreprises dans lesquelles le chiffre d'affaires descendait. Donc, attention à ça, quoi. Et donc, bien sûr, ben, la rentabilité, puis donc la croissance, ça c'est inévitable. Tout le temps aller chercher plus loin. On peut pas. Ah bon, si vous êtes médecin, ça c'est facile, hein, mais en tout cas dans le domaine de l'entreprise, du service, il faut quand même qu'on aille tout le temps aller chercher. Quand, je sais pas si on fait même la fiduciaire, faut tout le temps aller chercher de nouveaux clients parce que, comme je vous disais, après les clients ils partent ou ils arrêtent ou je sais pas, et d'un coup ils ont fait faillite, puis peu à peu vous perdez les clients, quoi. Ou pas parce que lui-même ne sait pas faire entrepreneur et son revenu baisse, quoi. Donc, voilà. Et puis, un point qui est très important en termes de projet qui échoue, c'est souvent la gestion de liquidité. Alors, vous êtes comptable, mais la gestion du cash, ça, c'est très, très important parce que quand je dis gérer du cash, ça veut dire que ben, des fois, tout d'un coup, il y a eu trop de charges d'un coup, il faut splitter, payer en plusieurs fois, je sais pas moi, des assurances, la TVA, donc il faut gérer ça. L'entrepreneur, il se paye après tous ses collaborateurs, donc ça, faut pas l'oublier. Moi, j'ai eu une anecdote d'un client là que je raconte d'ailleurs sur Insta, où j'ai quelques vidéos là où j'avais deux entrepreneurs, ils avaient un bon business, ça tournait bien, mais ils avaient des gros problèmes de liquidité. Ils venaient vers moi pour demander un financement. Puis je me dis, mais je comprenais pas trop. J'ai commencé à analyser leur bilan d'entreprise. Puis tout d'un coup, je vois un peu quand même que les salaires étaient un peu trop hauts. Je commence à détailler tous leurs salaires, donc tous les collaborateurs, ils étaient une quinzaine.
Et puis, les patrons donc, se prenaient 7 000 francs net chacun. Je dis, bah, ça va, super. Mais en fait, ils n'arrivaient pas à payer des charges sociales. Puis je les ai engueulés, donc vraiment, dans mon bureau, j'aurais dit, mais attendez, vous vivez très bien votre vie avec 7 000 francs par net par mois. Puis ils me disaient, ah oui, oui, super, c'était dans le domaine de la construction. Je dis, mais je crois que vous n'avez pas compris quelque chose. Enfin, d'abord, on paye ses collaborateurs, les charges, et puis ensuite, c'est vous. Et donc, ils ont dû revoir toute leur vie quelque part, parce que ils ont dû descendre leur salaire à 5 000 francs, en tout cas, parce que moi, après, j'aurais fait un calcul, je dis, bah, regardez, vous êtes ils étaient quoi, à 110 francs de l'heure. Moi, j'aurais dit, ben, vous êtes à 7 000 francs net. Donc, 7 000 francs net, on commence à calculer en dedans. Donc, on arrive à 9 000 francs quasiment brut. Ils devaient facturer en tout cas 130 francs minimum par heure pour qu'il y ait un peu de rentabilité de leur part. Et puis, deux entrepreneurs à 7 000 francs sur une petite entreprise de 15 employés, c'est trois fois trop, en fait, tout simplement. Donc, voilà, quoi. Donc, la liquidité est très, très important. Euh, Donc avant de demander du crédit, par exemple, non, parce qu'ils venaient vers toi pour demander du financement, en fait, toi, tu as conseillé sur la structure de coût, ouais. et du coup, le financement était après Non, mais c'est superflu. impossible parce que la banque, elle va analyser ça. Elle voit bien qu'il n'y a pas de rentabilité puis qu'ils ne payent pas leurs charges déjà d'exploitation globale. Eux, ils Ouais. pensaient qu'ils pouvaient s'offrir deux fois 7 000 francs par mois net Mhm. tout en brûlant toute la rentabilité. Ouais, Et puis que c'est ouais, ça la banque qui finance. Mais la banque, elle veut des gens riches qui puissent les rembourser. Faut pas oublier, hein. ouais. C'est ça, ouais. Riche, ouais. Moi, L'IA, elle remet en question l'entrepreneuriat. Non, de nouveau, c'est juste un nouvel outil, puis qu'il faut travailler avec, comme des outils de com ou voilà. Mais elle peut aider beaucoup d'entrepreneurs. Moi, elle est en train de m'aider un peu sur des outils de communication, typiquement, ou voilà. Mais l'entrepreneuriat, ça, c'est pas forcément du service ou des choses comme ça. Ça peut être vendre des objets et autres. Donc là, l'IA pas faire grand-chose, quoi. D'ailleurs, je pense que même les entreprises maintenant qui gèrent des gens dans le manuel, ils vont même cartonner parce que de moins en moins, on dit, hein, je sais pas, un sanitaire ou des gens, voilà, qui sont comme ça. Si vous gérez une boîte comme ça, l'IA va pas faire grand-chose là-dessus. Mais ouais, par l'IA contre, elle peut vous aider en termes de com, ça c'est sûr. ne peut Mm, pas donner des coups de peinture ou changer une serrure, quoi. c'est clair. Voilà, bah, J'espère avoir répondu à toutes ces questions-là. ouais, ça me paraît avoir été clair et complet. En tout cas, alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on Mhm, peut, on peut clore le webinaire. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez encore une petite question là, que vous voulez glisser. mhm, Euh, je crois que... Ah, il y a Camilla, c'est ça. mhm. On n'a pas vu. Quels sont les musts pour une petite entreprise avant de penser à avoir des investisseurs? Il faut pour avoir des investisseurs, il faut une excellente rentabilité. Puis, on entend beaucoup ce mot, il faut être un peu scalable, comme on dit, hein. Ou alors, c'est les investisseurs privés qui vous aident. Mais l'investisseur qui investit dans votre entreprise, ça veut dire que pour qu'elle s'intéresse à vous, ça veut dire que c'est une prestation, enfin, un produit qui fait que demain, vous pouvez le vendre n'importe où. Et là, ça vaut la peine d'investir. Et le vrai investisseur, il rentre là-dedans. Il va pas rentrer, à part un investisseur privé qui vous aide. Ça peut être des amis, des connaissances que vous voulez racheter, voilà, un portefeuille fiduciaire. Et donc, avec le cash flow que vous allez générer, vous allez pouvoir lui rembourser. Et souvent, donc, l'investisseur, lui, il veut sortir en 3 à 5 ans. Donc, il vous prête. Enfin, il investit, il prend des actions. Votre entreprise augmente de valeur, il revend les actions et vous pouvez le rembourser à travers le rachat de ses propres actions qu'il a chez lui. Ça fonctionne un peu comme ça, en fait, hein. En clair, vous avez développé un produit, c'est rentable. Grâce à l'arrivée de l'argent de l'investisseur, vous allez, je sais pas, décupler.
le business. C'est vous qui gérez toute la partie cash flow. Lui, il veut pas de dividendes, forcément. C'est pas forcément ça son but. Son but, c'est j'ai investi sur un capital action de 20 000, sur une valeur d'entreprise de, je sais pas, de 20 000, de 100 000, on va dire 100 000. Et demain, cette entreprise, elle vaut 300 000. Et donc, vous, en tant que propriétaire, je sais pas, vous avez peut-être 80% du capital action. Grâce à cet afflux d'argent, vous avez pu développer des produits dans toutes les villes de Suisse, imaginons. Et donc, vous avez décuplé votre valeur d'entreprise. Et grâce à ça, et grâce au cash flow, à la rentabilité que vous avez gérée, que vous avez généré, vous allez pouvoir racheter ces actions à travers souvent une holding, d'ailleurs, qui détiendra le crédit. Et le cash flow, donc les dividendes, vont rembourser le rachat des actions d'investisseurs. C'est comme ça la technique. Et ça, c'est des choses que j'ai appris à la banque. Et ça, typiquement, on n'apprend pas dans des métiers de comptable, quoi, au cours, quoi. En tout cas, pas à mon époque. Comment faire le bon choix de collaborateurs qui adhèrent au projet? Ouf, alors ça c'est du domaine ressources humaines, mais en termes d'expérience que quelques entrepreneurs ont, ou même moi-même, hein, juste dire j'engage au feeling, honnêtement, c'est pas une grande idée, quoi. Des fois, une petite analyse par quelqu'un qui vient des ressources humaines, qui a un peu un œil psychologique, ou qui pose des questions un peu, c'est un peu ces questions ouvertes qui font un peu parler, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, Ouais, c'est se mes faire premiers conseils accompagner, en tout cas. c'est un peu comme ce que tu disais, tu peux avoir des compétences très généralistes ou même expert d'un sujet, mais c'est Ouais, dur de tout maîtriser et puis faire appel à des consultants, bah, soit pour faire du financement, soit pour faire du RH de temps en ouais, il temps, faut pas hésiter. du sens. Ça Faut peut pas être hésiter, hein. Quand on est malade, on va chez le docteur. Quand on va, donc si l'entreprise elle a besoin de se faire aider, ben on va chez le consultant ouais. qui a un peu d'expérience, ça vaut la peine. Enfin, il y a un petit coût, mais Il y a un petit coup, finalement, mais derrière on économise, croyez-moi. ouais, ouais, ouais. Super, bah, écoute, merci beaucoup Renato de ton temps, de ta participation, d'avoir partagé ton expérience. Et puis, merci aussi aux participantes et aux Merci à participants tous. de votre intérêt. Donc, je rappelle, Renato, on peut te voir hein, sur les réseaux sociaux. Donc, si on tape Renato Sotile sur Instagram, par exemple, ou Oui, sur LinkedIn, oui. vous allez rapidement le trouver. Vous pouvez suivre. Moi, j'aime bien tes capsules de vidéos. Elles sont très instructives, très claires. Et puis, en quelques secondes, comme ça, on arrive à identifier un problème, avoir une solution. Donc, Mhm. ouais, je recommande vraiment tes réseaux sociaux. Voilà. Merci Parfait. à toutes et à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au plaisir de vous revoir.